Bien, bonsoir. Merci de votre présence en cette veille de long week-end. La date était peut-être pas la meilleure, mais en même temps, il y avait, je crois, pas beaucoup de choix. Donc, merci à vous d'être là. C'est pas la première fois qu'on accueille l'association à la Nantaise, mais ce soir, c'est une occasion particulière puisque l'association d'abord fête ses 5 ans. C'est une, on pourrait dire, une jeune association, mais qui travaille beaucoup. Et donc c'est intéressant de faire un point sur son action et sur l'évolution de l'association. Même si le FC Nantes a été l'objet premier de l'association, les thématiques d'action sont aujourd'hui beaucoup plus larges et concernent globalement la question de la gouvernance du football professionnel et de ses clubs. On parle d'actionnariat populaire pour la gestion des clubs. On parle même de supporterisme pour désigner le mouvement des supporters qui veulent être représentés dans les instances du football. Il y a même eu en février dernier des assises nationales du supporterisme avec la participation du secrétariat d'État au sport, du secrétaire d'État au sport, pardon. C'est un mouvement qui se développe aussi en Europe et il se passe quelque chose dans ce domaine. Ça mérite qu'on s'y intéresse. Donc vous allez faire le point sur toutes ces actions et notamment sur la traduction concrète de l'une d'entre elles avec une proposition de loi qui sera déposée à l'Assemblée nationale sur la représentation des supporters dans les instances du football et dans les clubs professionnels. C'est ce qui explique la présence notamment ce soir de François de Rugy, député de Loire-Atlantique, qui soutient cette proposition avec d'autres parlementaires de toute sensibilité, il faut le noter. Il va nous dire pourquoi il accorde une attention particulière à ce mouvement et quelles sont ses perspectives en termes légaux. Encore une fois, merci à tous de participer à cette soirée pour entendre une association qui démontre la réalité de ce que le Conseil de développement dit souvent, à savoir que les initiatives ascendantes sont porteuses aujourd'hui de vraies potentialités. Alors je vous remercie au nom de tous les présents, en particulier donc Florian Leteuf qui est à l'origine de l'association à la Nantaise, Luc Arondel qui est un économiste du CNRS, Jean-Pierre Clavier qui est lui professeur à la faculté de droit, et je ne présente pas François de Rugy puisqu'on en a déjà parlé tout à l'heure. Je vous passe tout de suite la parole, monsieur Leteuf. Merci, Monsieur le Président, pour l'invitation à cette conférence pour la deuxième fois. Effectivement, on avait déjà présenté notre travail en février ou mars 2011. Donc, nous étions une très jeune association puisque nous nous sommes créés en mai 2010. Donc aujourd'hui, effectivement, nous fêtons cette semaine nos 5 ans d'activité. Nous sommes à la Nantaise, l'association des amoureux du FC Nantes. Notre objet social, c'est de promouvoir des valeurs sportives et extrasportives, de promouvoir des principes, ceux de la formation, de l'éducation, de la bonne gouvernance, de la démocratie participative, de la citoyenneté active. On nous reproche souvent d'être des nostalgiques, ce qui n'est pas du tout le cas. Nous sommes convaincus que les principes de formation et d'éducation, ce n'est pas de la nostalgie. La bonne gouvernance, la transparence financière, la démocratie participative et la citoyenneté active, ce ne sont pas des principes de nostalgie. Nous sommes au contraire, nous sommes fiers aujourd'hui d'assumer un rôle d'avant-garde sur le plan national en faveur de la promotion d'un football responsable et durable qui reconnaît les supporters comme des acteurs et des citoyens et qui est essentiel pour justement définir une gouvernance un peu plus collective. Donc à la Nantaise aujourd'hui, c'est 2300 adhérents et 39 sociétés rassemblées dans le club entreprise de l'association. Notre objectif concrètement, c'est de monter au capital du FC Nantes. Alors il faut bien préciser que notre objectif n'est pas du tout de racheter le FC Nantes. Simplement, nous souhaitons devenir actionnaire minoritaire du club. Nous souhaitons accompagner le futur repreneur du club, puisque l'actuel propriétaire est tout à fait hostile à nos démarches, malheureusement. C'est son droit le plus strict. Le FC Nantes est une entreprise. C'est aussi, selon nous, un élément patrimonial, mais c'est avant tout une entreprise. Donc, monsieur Valdemar Kita ne souhaite pas entendre parler de nous, très concrètement. Donc nous sommes là pour nous tenir prêts au moment du futur achat du club par un futur repreneur. Et nous souhaitons donc participer autour de table et monter au capital du FC Nantes. Parmi nos 2300 adhérents, 390 ont participé à la levée de fonds. Ils sont devenus Canaris en action.
Pour participer à la levée de fonds, il faut participer à hauteur de 100 euros ou 50 euros pour les étudiants et demandeurs d'emploi. C'est une société par action simplifiée que nous avons créée qui s'appelle également à la Nantaise qui recueille les fonds. Et cette société par action simplifiée, par conséquent, détient à l'heure actuelle 35 000 euros. Une somme qui fait souvent sourire, mais on précise bien que l'objectif n'est pas de financer le budget, n'est pas de racheter le club. L'objectif est de compléter le capital. Si on prend comme référent le capital actuel du FC Nantes, c'est 500 000 euros. Donc d'ores et déjà, on détient l'équivalent de 7% du capital du FC Nantes. Une somme qui, bien évidemment, aura vocation à exploser au moment de l'ouverture du capital du club aux supporters. Nous avons commandé une étude auprès d'un institut qui s'appelle la Fédération pour la recherche économique et financière et auprès de l'IUT Jeux de Nantes. Donc Lucas Rondel tout à l'heure pourra apporter des précisions là-dessus, mais en un mot, cette étude indépendante a démontré que, donc cette étude qui a été réalisée auprès du public de la Beaujoire, elle a démontré que dans le cadre d'une ouverture du capital du club aux supporters, il y a un potentiel d'1,7 million. Par ailleurs, on s'appuie beaucoup sur les études du cabinet Deloitte, qui ont analysé notamment les vertus de l'actionnariat populaire en Europe, puisqu'il faut savoir que la France est un des très rares pays en Europe qui n'a pas expérimenté l'actionnariat populaire. L'actionnariat populaire, si on regarde les études du cabinet Deloitte, est un gage de stabilité financière. Ça permet de définir un actionnariat stable, puisque les supporters sont la seule composante durable des clubs. Ils ne s'en vont pas, à l'inverse de certains investisseurs qui mettent bien souvent les clubs dans les pires difficultés. Et par ailleurs, l'actionnariat populaire permet de diversifier les recettes avec des impacts très positifs en termes de billetterie, de merchandising, de sponsoring, etc. L'association est dorénavant donc dans les starting blocks pour accompagner le futur repreneur. On a dorénavant tous les soutiens nécessaires. Notamment, l'association est heureuse de s'appuyer sur le soutien de la ville de Nantes. Donc ça avait commencé avec un vœu voté à l'unanimité par toutes les sensibilités du conseil municipal. C'était en 2012, me semble-t-il. Donc là, on est ravis de compter sur la présence de Julien Mainvel de l'opposition de l'UMP et de Yannick Guin, anciennement conseiller municipal et anciennement administrateur de l'association. Donc l'association s'appuie sur le soutien de toutes les sensibilités du conseil municipal. Ça s'est matérialisé dans le programme de Johanna Roland, puisque apparaît noir sur blanc dans son programme le soutien à l'actionnariat populaire. Un soutien déterminant puisque la ville de Nantes, étant propriétaire des infrastructures du stade, du stade et des infrastructures du centre de formation, la ville de Nantes a signé des conventions avec le FC Nantes qui font que lors d'un changement d'actionnaire de référence, la ville a son mot à dire. Voilà, c'est même une citation de Jean-Marc Ayrault à l'occasion du dernier changement d'actionnaire de référence en 2007. Il expliquait que la ville a son mot à dire. Donc ça fait partie des soutiens sur lesquels on compte s'appuyer. Par ailleurs, comme le signalait Philippe Audic, l'association a tissé des liens très étroits avec le ministère des Sports. Nous avons été à 3 reprises sur l'agenda du secrétaire d'État au sport Thierry Braillard. On l'a rencontré en juillet, on l'a rencontré en avril et on l'a rencontré il y a quelques semaines de ça avec le député François de Rugy. Monsieur Thierry Braillard a ouvert les assises du supporterisme au Sénat que nous avons organisées en février dernier avec nos partenaires du Conseil national des supporters de football, dont la Nantaise est un des moteurs, et avec nos partenaires de Supporters Direct Europe. La ville de Nantes nous avait aidés financièrement pour l'organisation de ce colloque. Et à l'occasion des débats, a été présenté le contenu d'une proposition de loi, avec notamment une table ronde comprenant des parlementaires de différentes sensibilités, dont le député François de Rugy, dont Nicolas Dupont-Aignan, dont Dominique Bailly, sénateur PS du Nord, avec le soutien de différents parlementaires, Marie-Georges Buffet, anciennement ministre des Sports. Et les entretiens également avec le secrétaire d'État au sport nous ont permis de recueillir le positionnement du gouvernement sur cette proposition de loi. Donc Thierry Braillard, par le biais d'un communiqué de presse, a manifesté son soutien
à l'actionnariat populaire, au fait que les supporters désignés démocratiquement puissent siéger dans les conseils d'administration des clubs. Il a par ailleurs manifesté son soutien au fait que les supporters soient également représentés dans les organes de décision des instances nationales, FFF et LFP, qui agissent dans le cadre d'une délégation de service public. Donc tout ça, ça fait c'est un peu le contenu de cette proposition de loi. Lundi dernier a été dévoilé par le biais de l'équipe.fr une tribune intitulée Sur le terrain comme au Parlement pour un football qui reconnaisse les supporters jouant collectif. Donc une tribune signée par 22 parlementaires, 11 de gauche, 11 de droite, en faveur donc de cette proposition de loi relative à la représentation des supporters. Depuis, d'autres soutiens ont été enregistrés. Par exemple, l'ancien maire de Saint-Étienne et actuel sénateur a apporté son soutien. Et il y a 2 heures de ça, nous avons reçu un mail de la part de Jean-Marc Ayrault, qui a manifesté, qui nous a signalé également qu'il interviendra auprès du groupe socialiste, radical et citoyen de l'Assemblée nationale pour qu'il étudie avec considération cette proposition de loi. Donc voilà, en un mot, Jean-Pierre Clavier, qui a beaucoup travaillé sur cette question, pourra la présenter. En un mot, il s'agit d'imposer une représentation des supporters dans les instances nationales, FFF et LFP. Il s'agit par ailleurs d'imposer une représentation des supporters dans les clubs professionnels par le biais de l'élection d'un conseil des supporters au sein de chaque club. Et par ailleurs, il s'agit de faciliter les démarches en faveur de l'actionnariat populaire. Voilà, à ce sujet-là, je peux donner la parole à Luc Arandel, économiste, directeur de recherche au CNRS, qui fait partie également des administrateurs de l'association. Merci. Donc, je vais vous parler un petit peu de ce projet d'actionnariat populaire. Ouais. Donc, c'est vrai qu'on lit souvent ou on entend souvent que un club de foot, ça fait partie du patrimoine commun. Mais enfin, quand on regarde dans les faits, force est de constater que dans la grande famille du football, du football français, les supporters n'ont pas vraiment leur place au conseil de famille pour gérer ce patrimoine. C'est une sorte on va dire, c'est une sorte de fils indigne. Parce que si on regarde vraiment les structures des instances du foot, c'est les seuls acteurs qui font pas partie donc de ces instances, de cette famille du football. Alors pourquoi ? Si on regarde un petit peu le point de vue des différents acteurs vis-à-vis des supporters, qu'est-ce qu'on peut dire ? Du côté des clubs, souvent, ce qu'on entend, c'est que le supporter, ça doit être un client qui achète du spectacle. Pourtant, des fois, Dieu sait si du spectacle, on n'en voit pas beaucoup. Et là, je ferai une parenthèse. C'est vrai que si, du point de vue de l'économiste, si, vous voyez, tout ce qui est dit sur un pseudo-modèle qui consiste à penser le football avec d'un côté les présidents de clubs qui sont des producteurs de spectacles et de l'autre côté les supporters qui sont clients des consommateurs de spectacles, c'est quand même un schéma intellectuellement assez pauvre. Parce que savoir pourquoi on se retrouve dans un stade, le samedi soir, moi j'ai connu l'expérience, quand Nantes était en Ligue 2, se retrouver le lundi soir par temps de pluie. Pourquoi on est là ? Des fois, on peut se poser la question, et c'est quand même autrement plus compliqué que de dire bah oui, j'ai acheté quelque chose. Je rappelle que Camus disait qu'il n'y a pas d'endroit dans le monde où l'homme est plus heureux que dans un stade de football. Et c'est vrai que c'est une vraie question et qui est sacrément compliquée. Alors de l'autre côté, si on regarde du côté de la Ligue ou de la Fédération, eh bien, le plus souvent, on le considère que c'est une personne à risque. Et l'actualité le montre de plus en plus. C'est une personne à risque, voire, je ne dirais pas un voyou, mais qu'il faut canaliser. Donc souvent, on le parque sur les aires de parking des autoroutes. Et là encore, on a encore l'exemple pour le match à Bordeaux, où là, on force les supporters sur des lieux de rendez-vous précis, etc. C'est vrai que c'est quand même pas ce qu'il y a de plus agréable. Enfin bref, il n'y a pas de place donc pour le supporter dans cette grande famille. C'est un peu le chaînon manquant, le parent pauvre. Pourtant, comme le disait Florian, c'est quand même le supporter qui est l'élément le plus stable dans un club. Donc on peut se poser la question de savoir si on ne peut pas justement, l'idée de l'associer à la vie d'un club de foot n'est pas un élément de pérennité de ce club de foot. Alors, au niveau de l'actionnariat populaire, il y a quand même une certaine reconnaissance de certaines instances, mais qui ne sont pas françaises.
puisqu'il y a par exemple, l'UEFA a appelé de ses voeux donc le développement de cet actionnariat populaire. Je cite Platini qui disait « Reconnaissons les supporters comme un élément essentiel de l'identité d'un club ». Et effectivement, l'UEFA soutient l'actionnariat populaire à travers différentes interventions de William Braillard, qui est le secrétaire de l'UEFA. Alors, est-ce que l'actionnariat populaire, est-ce que c'est possible, puisqu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est une utopie. Alors, on parle d'actionnariat populaire aujourd'hui. Dans les années 50, on aurait dit par participation. Et des formes de participation, on en observe de différentes formes à l'étranger. Donc ce n'est pas une utopie comme certains le laissent entendre. Alors si on regarde en Angleterre, je vais aller vite. En Angleterre, il y a ce qu'on appelle des trusts de supporters, dont certains ont intégré le capital de clubs. Je cite souvent l'exemple de l'Arsenal Fanshare Society, dont l'objectif est de mutualiser l'achat d'actions de la holding Arsenal. Donc ça veut dire qu'une action Arsenal qui vaut 14 000 livres sterling, pardon, donc une action qui vaut 14 000 livres, donc on divise cette action en 100 parts de 140 livres, et donc chacun, par tirage au sort, on désigne l'actionnaire qui va participer au conseil d'administration. Mais en Angleterre, il y a d'autres formes d'actionnariat populaire, puisqu'il y a des clubs. Alors souvent, c'est des clubs qui ont connu des faillites. C'est des clubs qui appartiennent complètement à leurs supporters. C'est l'exemple de Portsmouth ou du FC United. Alors en Espagne, c'est l'exemple le plus connu. C'est donc ce qu'on appelle les socios. Il y a le Barça, le Barcelone, le Real de Madrid, Bilbao, Osasuna, tout ça. C'est des gens qui développent les socios. Être socios, ça veut dire quoi? Ça donne un droit d'élection, d'élire le conseil d'administration et le président du club. J'ai lu là récemment, alors je ne sais pas sous quelle forme ça apparaît, mais par exemple, la dernière campagne de socios pour l'Atlético Madrid, je crois qu'ils ont battu leur record et on arrive à 78 000 socios. Alors effectivement, il faut voir avec plus de détails pourquoi il est intéressant d'être socios. Bon, il y a des histoires d'abonnement, etc. Mais néanmoins, ça montre quand même que ça a un fort impact populaire. Alors en Allemagne, c'est une obligation réglementaire, donc ça se rapproche peut-être d'une loi. C'est une obligation réglementaire, puisque les associations donc, à but non lucratif détiennent la moitié des votes plus une voix. Donc ça a permis, par exemple, à certaines associations de supporters d'intervenir dans la gestion du club, par exemple à Hambourg, ou même dans le club de Schalke 04, les associations de supporters ont leur voix au chapitre, par exemple pour la politique d'abonnement. Donc vous voyez que la participation, ça existe ailleurs, et ça semble marcher, ça marche, et c'est certainement pas une utopie. Alors en France, bon, on est un peu à la traîne, et on en parlait tout à l'heure. Donc à l'initiative d'Alain Nanthèse, Alain Nanthèse a construit une plateforme juridique permettant si l'opportunité se présente, et pour l'instant c'est pas le cas, de rentrer dans le capital du FC Nantes à travers la création d'une société par action simplifiée. Je crois que Jean-Pierre Clavier en parlera davantage tout à l'heure. Donc, mais si vous regardez dans le monde sportif, il y a des choses qui se développent aussi à droite et à gauche, notamment dans le rugby. Je lisais récemment, par exemple, le club de Bourgoin-Jallieu a fait appel à ses supporters pour renflouer, donc pour racheter, pour faire partie, pour être actionnaire du club de rugby. Donc c'est vrai, comme je le disais tout à l'heure, le problème c'est que souvent ces initiatives, ça apparaît au moment des faillites des clubs. Alors, pour développer cet actionnariat populaire, donc le Conseil national des supporters français a créé une plateforme qui s'appelle Supporters Actionnaires France, qui est une plateforme qui regroupe donc des experts, juristes, économistes, chefs d'entreprise, des avocats, donc qui sont à la disposition des associations qui veulent monter justement ces projets d'actionnariat populaire donc, au niveau français. Donc c'est des choses qui ont été créées au moment donc, des assises du supporterisme à Paris en février. Alors, dernière question. Vous voyez, donc c'est possible, c'est pas une utopie, ça existe ailleurs et ça marche. Alors, est-ce que ça intéresse les gens? Donc, Florian parlait d'une enquête qu'on a faite, donc on a menée donc à Nantes sur les supporters du FC Nantes, sur le public, plus précisément sur le public de la Beaujoire, c'est-à-dire les supporters qui viennent au moins une fois donc au stade de la Beaujoire. Donc on a fait un sondage avec des étudiants et donc on leur a posé donc deux questions. Enfin le sondage
présentait donc deux questions principales. La première, c'est que est-ce qu'ils avaient entendu parler de ce projet, et puis est-ce que si on leur expliquait, donc est-ce que ça les intéressait, donc bon, est-ce qu'ils trouvaient que c'était une idée intéressante. Donc ça, bon, évidemment, ça rencontre un fort engouement populaire, puisqu'il y a 3/4 des supporters du FC Nantes qui trouvaient que c'était une bonne idée. Et après, on allait un petit peu plus loin, on leur demandait si donc ils seraient prêts à participer à cet actionnariat populaire en versant une cotisation qui serait de 100 euros, donc pour 100 euros ou 50 euros pour les chômeurs ou les étudiants. Et on s'est aperçu que, on a constaté qu'un tiers des supporters nantais, enfin du public de la Beaujoire, un tiers de ce public était prêt à investir donc 100 euros dans ce projet d'actionnariat populaire. Ce qui fait que, bon, si on recense un petit peu le nombre de supporters qui seraient intéressés par ce projet, on arrive donc au chiffre d'environ 20 000 actionnaires potentiels. Donc, effectivement, il y a une différence entre les intentions et les actions, mais grosso modo, il y aurait 20 000 actionnaires potentiels donc, à la Beaujoire, ce qui représenterait, si on prend en compte donc, le montant des cotisations, ça représenterait environ donc, 1,7 million. Donc, on pourrait mobiliser pour rentrer au capital du FC Nantes, c'est beaucoup dire, mais enfin pour participer à ce projet d'actionnariat populaire. Voilà. Donc bon, c'est vrai que pour l'instant, c'est un peu le pot de fer contre le pot de terre. C'est difficile à mettre en place, c'est long, etc. Bon, on ne reçoit pas forcément des avis très favorables. Enfin bon, comme disait Thierry Roland, c'est un peu David contre Goliath, Fluctuate contre Necmirgitour. Le jeune supporter de foot, lui, à tort, est également souvent présenté comme une tête dure, limite casseur et peu apte au débat. Eh bien, plus d'une vingtaine de parlementaires ont annoncé aujourd'hui vouloir leur donner une voix officielle dans les instances nationales du foot. Milan Poyer avec Jean-Michel Decaze. Et s'il devenait vraiment le 12e homme ? Les supporters, présents par dizaines de milliers dans les stades, représentent souvent l'âme de l'équipe et pourtant n'existent pas. Ils ne sont pas représentés ni dans leur club ni dans les instances dirigeantes, sont rarement associés aux décisions qui les concernent directement. Plusieurs associations de supporters demandent aujourd'hui une reconnaissance de leur statut. Il s'agit de considérer que dans les clubs de football, la seule composante durable, ce sont les supporters. Les autres, finalement, ne font que passer. Et permettre aux supporters, c'est-à-dire aux citoyens, d'avoir le droit à la parole dans les organes de décision, c'est aller vers davantage de transparence. Et donc, c'est l'opportunité de définir un football populaire, un football durable. La Fédération française et la Ligue de football professionnel semblent rester sourdes à leur appel. Et ce sont des parlementaires qui viennent leur prêter main forte. 22 d'entre eux soutiennent un projet de loi allant dans ce sens. Tout le monde est représenté, sauf les supporters. Or, les supporters sont quand même des acteurs à part entière du succès, y compris d'ailleurs du succès économique, du sport business du football. Impliquer les supporters pourrait aussi permettre de mieux les encadrer et assurer une meilleure sécurité pendant les déplacements. De nombreux exemples cette saison ont montré un décalage entre les décisions prises par les instances du foot et la réalité du quotidien des supporters. Des supporters qui sont aussi des électeurs. Et ce jeudi 4 mai est également la journée Star Wars. Quelques mots de présentation de cette proposition de loi relative à la représentation des supporters. On a d'abord fait un constat, c'est qu'on avait bien du mal à faire bouger les lignes. Nous avons été reçus, et encore le mot reçu est peut-être un peu fort, vous allez voir pourquoi, on a été reçus à la Fédération française de football
le rendez-vous avec Noël Le Graët a duré une vingtaine de minutes, 15 minutes. On a prononcé une première fois le mot supporter, il s'est un peu crispé. On a prononcé une deuxième fois le mot supporter, il nous a dit si vous continuez comme ça, ça va vite s'arrêter. Et une troisième fois le mot supporter, il dit puisque vous êtes violent, puisque vous êtes grossier, on arrête là la réunion, je caricature à peine. Donc on a fait le constat que c'est pas un mot du vocabulaire de la Fédération française de football et que on peut mais vraiment pas se comprendre. Donc ce constat, plus le constat qu'on avait fait sur un certain nombre de rejets, de refus venant de présidents de clubs, par exemple, montrait que chacun étant crispé à ses propres intérêts, à ses propres positions, on ne voyait pas d'autre solution que de passer par la loi. C'est ambitieux, naturellement, mais ça a été le grand projet que nous avons mené cette année. Et lorsqu'on a travaillé cette question, quand on a commencé à présenter cette proposition de loi, on a reçu un accueil du monde politique en général, et d'un certain nombre de députés, du secrétaire d'État au sport, d'anciens ministres des sports. On a reçu un écho qui était très favorable et qui nous a évidemment encouragés, nous montrant qu'on était dans l'air du temps, que les idées que nous poussions étaient vraiment recevables, pas seulement dans le football. C'est-à-dire que le sujet, c'est un sujet de football, mais c'est un sujet de société, c'est un sujet économique, c'est un sujet politique. Et donc, la démonstration, c'est que, je ne veux pas anticiper sur ce que nous dira le député de Rugy, mais c'est que ça va au-delà des supporters eux-mêmes. C'est un sujet qui intéresse toutes les personnes pour qui le football est un fait de société. Alors, pour vous présenter cette proposition de loi, il y a plusieurs chapitres, ou on va dire plusieurs chapitres, plusieurs articles, plusieurs thèmes qui sont abordés dans ce texte. La première ambition de cette proposition, c'est de garantir la représentation des supporters dans les instances. Je parle de la Fédération française de football et je parle de la Ligue professionnelle de football. Et donc, on l'a mise en premier parce que ça a été avec eux que la difficulté a été la plus grande. Alors, techniquement, on ne va pas faire un cours de droit, mais il faut savoir que ces éléments le cadre réside dans un code qui s'appelle le code du sport. Bon, donc il y a vraiment quelque chose de très encadré. Et on a là un article qui définit la composition des fédérations sportives en général et de la Fédération française de football. Et on y trouve les licenciés, des organismes à but lucratif dont l'objet est la pratique d'une ou de plusieurs disciplines, les sociétés sportives, et manquait, ce qui est en rouge ici et qui va faire donc l'objet de cette premier chapitre dans la loi, les représentants des supporters. Donc assez naturellement, tout le monde trouvait ça parfaitement normal que les supporters ne soient pas représentés dans la fédération et que finalement personne n'avait pensé à les placer. Il n'y a peut-être pas de demande, mais ce qui a été dit, et c'est vraiment important, on est dans un football aujourd'hui qui fait que, et ce mot a été souvent utilisé, c'est un football hors sol. C'est-à-dire, il n'y a pas... Quelle est l'accroche territoriale d'un club de football? Les joueurs, ça fait longtemps que les joueurs ne sont plus l'émanation d'un territoire. Ils viennent, ils signent, ils partent, parfois avant la fin du contrat. Les entraîneurs, c'est la même chose. Les présidents, c'est la même chose. Ils investissent, ils repartent, toujours parfois dans des conditions qui ne sont pas exactement celles dans lesquelles ils sont arrivés. Et puis, finalement, qu'est-ce qu'on constate? C'est que les supporters sont là. Il n'y a que des supporters qui assurent, ceux qui étaient au stade de Sopin il y a 50 ans, qui en parlent encore. Bon, voilà, ça c'est... Eh bien, il nous a paru normal d'imposer dans la loi la représentation des supporters au sein des fédérations. Même chose dans une disposition un peu qui suit et qui concerne la Ligue professionnelle. Donc les fédérations, dit le texte,
peuvent créer une ligue professionnelle pour organiser, administrer, garantir l'éthique dans le football, bref. Et à travers les missions qui sont assignées à la ligue quand elle existe, on y ajoute, incluant un dialogue régulier avec leurs supporters. Déjà, qu'ils puissent entendre les supporters, les écouter, et non pas les considérer comme des clients à qui on vend des places, à qui on vend des maillots, à qui on vend des écharpes, ou des voyous. Il peut y en avoir, mais il y a autre chose. Il y a évidemment des supporters qui ont quelque chose à dire sur la manière d'organiser les choses. Lorsqu'on a fait la présentation de cette proposition au Sénat il y a quelques semaines, il y avait le président de l'association des supporters handicapés qui nous expliquait, c'est un supporter qui est supporter de l'Olympique de Marseille et qui était venu pour présenter son activité. Il est représentant de l'association des supporters handicapés en France. Et il nous disait par exemple qu'il n'a pas été associé, son association, les handicapés, supporters handicapés, n'ont pas été associés aux travaux de réfection du stade de Vélodrome. De sorte que, il dit, quand on arrive avec des personnes qui sont dans des fauteuils ou dans des personnes, il y a des éléments techniques qui font que ce n'est pas praticable. Pourquoi? Parce qu'on fait quelque chose et on n'a pas la représentation des personnes qui sont dans le stade. Ça paraît absolument incroyable, mais voilà une réalité. Eh bien, on a dans les ligues également, il y a des sujets qui concernent l'administration en général du football. Le deuxième point concerne la représentation, donc on descend d'un étage si on veut, la représentation des supporters dans les organes des sociétés commerciales. Alors, sociétés commerciales, c'est les sociétés qui exploitent les clubs de football professionnels. Donc, les organes, dans une société, il y a plusieurs organes, il y a le conseil d'administration, il peut y avoir un directoire, il peut y avoir une assemblée générale. Bon, eh bien, on crée un organe qui s'appelle le Conseil national des supporters. Donc on crée un article dans le Code du sport pour garantir l'existence de ce conseil des supporters, qui va intégrer une quinzaine de représentants de supporters dans chaque club. Là, ce sera obligatoire. Dans chaque club, avec pour mission de participer à la gestion de la société. Alors, évidemment, il va de soi qu'il ne s'agit pas d'introduire des supporters avec des pouvoirs qui seraient des pouvoirs bloquants, qui empêcheraient l'actionnaire principal de diriger son entreprise, parce que évidemment, ce serait contre-productif. Non, il s'agit d'avoir aussi l'écoute de ces supporters qui, d'une certaine manière également, en étant responsabilisés dans ce contexte, peuvent être une courroie de transmission, un relais avec les supporters dans les tribunes, de sorte qu'on pourrait, on peut l'espérer en tout cas, avoir une politique envers les supporters qui permette d'éviter des excès, des dérives. Bon. Le fait de les intégrer est un facteur de responsabilisation. Donc je passe sur le détail, sauf si vous avez des questions, mais on les verra après. Je passe sur le détail des compétences et de la manière dont les choses vont fonctionner. Le troisième volet de cette proposition de loi consiste à conforter ce qui a été notre cheval de bataille à l'association à la Nantaise au tout début, c'est-à-dire l'actionnariat populaire. L'actionnariat populaire, c'est de dire on peut avoir des supporters qui, dans la vignette précédente, je vous montrais des supporters qui entrent comme représentants élus dans un organe spécifique. Là, on parle de supporters actionnaires. C'est-à-dire qu'ils rentrent par un côté, ils deviennent propriétaires d'une part de leur club. Donc c'est une autre démarche, mais c'est une démarche complémentaire. Et donc l'idée, c'est de valider ce que Alain Nantaise a réalisé il y a quelques années, qui était un schéma unique en France au moment où nous l'avons fait, et nous l'avons fait dans des conditions assez difficiles parce que la législation du moment n'était pas tellement favorable
Pour toutes sortes de raisons, on se méfie beaucoup de l'appel public à l'épargne, c'est-à-dire de demander de l'argent aux gens, on ne sait pas ce que devient cet argent, quelles sont les garanties, est-ce qu'il ne peut pas y avoir des gens qui, spontanément, dans l'enthousiasme, versent de l'argent et puis sans contrôle. Bon. Donc il a fallu vraiment organiser les choses, on a passé beaucoup de temps sur le sujet, et puis il y a quelques mois, le gouvernement a pris une ordonnance qui permet de donner un cadre très précis sur ce qu'on appelle en anglais le crowdfunding, c'est-à-dire l'investissement. Ça permet, grâce à un site internet, de présenter un projet. Ça peut être un projet, un musicien qui lance un disque, quelqu'un qui veut faire une expédition scientifique, et ben de demander des soutiens financiers aux internautes. Et donc ça a été, dans une ordonnance sur l'investissement participatif, ça a été encadré juridiquement. Donc l'idée que nous avons pour faciliter l'actionnariat populaire, c'est d'élargir ce qui existe déjà dans le Code monétaire et financier, de l'appliquer aux sociétés sportives qui voudraient ouvrir leur capital sur cette base. Donc ça sera plus facile que ce que nous avons, nous, réalisé. Ça, naturellement, c'est facultatif pour les clubs. Puis enfin, ce point également est un aspect sur lequel on n'a peut-être pas encore complètement finalisé les choses, mais il se trouve que souvent les pouvoirs publics sont dans des situations un peu compliquées pour trouver des interlocuteurs représentants des supporters quand le ministre, à supposer qu'une fédération veuille le faire, ou d'autres interlocuteurs, dire à qui pouvons-nous parler si on veut parler à des supporters. Ça, c'est pas si simple. Donc l'idée serait aussi de consacrer dans la loi un organe qui représenterait les supporters pour s'emparer de questions de société, s'emparer de sujets, établir des rapports, que ce soit sur la violence, que ce soit sur toutes sortes de sujets qui dépassent le sport ou qui montrent que le sport est un fait de société absolument sur lequel il y a une réflexion à mener. Ça peut être un travail de sociologue, ça peut être un travail d'économiste. Bon. Donc il nous faudrait créer cette instance qui ressemblerait sans doute un peu à ce que nous avons déjà, nous, instauré avec le Conseil national des supporters, qui rend un peu ce service, mais si c'était consacré par le législateur, ça serait encore mieux. Donc voilà où on en est. Et comme je le disais pour introduire le sujet, nous avons reçu un accueil extrêmement favorable du secrétaire d'État au sport qui nous a dit « tout ce que vous écrivez me convient ». Et non seulement me convient, mais franchement j'adhère et ça va dans la bonne direction et je soutiens. Et il se trouve que parallèlement, un certain nombre de députés, et à commencer par le député François de Rugy, à qui nous avons présenté ce projet, nous a dit, voilà, moi ça fait partie de mes convictions, c'est comme ça que je vois un peu les choses, et je veux bien vous aider à traduire ce texte en loi, d'abord en proposition de loi enregistrée à l'Assemblée nationale, et il va vous l'expliquer, voir comment la procédure législative va s'enclencher dans les prochaines semaines. Je pense que le calendrier est un calendrier maintenant assez immédiat. Donc voilà un peu la situation telle qu'elle se présente sur un plan un peu juridique, un peu technique, sur laquelle on pourra peut-être revenir tout à l'heure. Très bien, merci pour cette transition toute trouvée. Merci d'avoir pris l'initiative d'organiser cette petite conférence. Et je voudrais rebondir tout de suite sur ce qu'on voyait dans le petit reportage télévisé de Canal+, où le présentateur reprend la parole après la diffusion du reportage et dit « Oui, les supporters sont aussi des électeurs ». Alors je vais vous dire une chose, j'espère qu'ils sont des électeurs, parce que moi ce qui me désole c'est plutôt de voir que dans toutes les catégories sociales, socio-professionnelles, dans tous les territoires, il y a de moins en moins d'électeurs. Hein. Il y a toujours des supporters, il y a toujours des citoyens, normalement j'espère, il y a toujours des salariés, des retraités, des chômeurs, des consommateurs, mais il y a de moins en moins d'électeurs. Et ça me pose un vrai problème politique. Alors bon, je vois bien la petite ironie que forcément les politiques se préoccupent d'un sujet, parce qu'on vient de voir des images de stades où il y a beaucoup de monde. Bon,
on va pas faire campagne dans les stades et on s'intéresse à ces sujets-là parce que ce sont des sujets qui se retrouvent, ou qui finalement mélangent des enjeux, bien sûr l'enjeu sportif, mais aussi des enjeux économiques et sociaux, des enjeux de sécurité aujourd'hui, et Dieu sait si on y revient souvent, du coup aussi des enjeux de liberté. Des supporters d'ailleurs se sont exprimés lors du colloque au Sénat sur cette thématique-là. Ils se sentent entravés dans leur liberté à cause de mesures de sécurité, etc., etc. Par ailleurs, Philippe Audic disait dans son introduction, je ne connaissais pas d'ailleurs cette expression et je la trouve très intéressante, parlait de démocratie ascendante, si j'ai bien retenu. Et je pense qu'on peut dire que cette démarche est même une procédure législative ascendante. Et c'est suffisamment rare pour être salué et souligné, puisqu'en tout cas, moi, mon implication sur cette proposition de loi, elle vient d'un rendez-vous au départ dans mon bureau à Nantes, mon bureau de député, où je reçois toutes les semaines des citoyens qui me demandent des rendez-vous avec Florian Leteuf et Jean-Pierre Clavier, et qui m'ont dit il y a quelques mois, voilà, nous on travaille sur ce sujet. Au départ, on peut dire, il y avait un brouillon de propositions de loi, c'est pas du tout d'ailleurs un jugement péjoratif, c'était vraiment au stade embryonnaire, des idées jetées sur le papier et l'idée que peut-être ça devrait devenir une proposition de loi. Et moi j'ai trouvé cette démarche intéressante, et c'est assez rare d'ailleurs que des personnes viennent nous voir pour nous proposer des propositions de loi, alors que nous sommes des législateurs. On dit souvent, un peu à tort d'ailleurs, le député est là pour faire la loi. Bon, c'est un peu plus complexe que cela, et les gouvernements successifs sont beaucoup plus à l'origine de la loi que les députés, mais ça fait quand même partie du cœur de notre mission de parlementaire, que l'on soit député ou sénateur. Donc c'est intéressant pour un député de voir qu'il peut y avoir une interaction, un travail interactif qui peut se faire entre des citoyens regroupés en association, un professeur de droit, un député, moi j'ai mobilisé aussi des collaborateurs bien sûr, puis après on essaye de rassembler d'autres députés, d'autres sénateurs, etc. Et je vois que là, petit à petit, on franchit des étapes et qu'on est tout près d'un texte finalisé en termes de proposition de loi. Pas encore, je sais pas si ça marche. Voilà, en plus moi je n'aime pas crier, donc je préfère être assisté d'un micro. Et ça m'a intéressé au-delà de la méthode, de la démarche, aussi sur le fond. Je connaissais l'association La Nantaise, mais je n'en suis pas, même parmi les élus, un membre fondateur ou un parrain, etc. D'autres collègues l'ont fait, Yannick Guin, Ronan Dantec, d'autres, je ne vais pas faire toute la liste, ou sont à l'origine, ont accompagné l'association depuis le début. Ce n'est pas mon cas. J'ai l'entrée d'intérêt d'être un supporter occasionnel du FC Nantes, d'être un amateur de football. Mais c'est surtout sur l'idée qu'il y a avec cette proposition de loi, parce que je le dis, toute proposition de loi qu'on viendrait me soumettre, je n'y souscrirais pas forcément. Il faut quand même que ça rencontre aussi nos choix politiques, nos valeurs. L'idée de faire participer, ou en tout cas au moins au départ mettre autour de la même table les acteurs, les personnes qui se sentent concernées, impliquées sur un sujet. C'est quelque chose que ma famille politique a toujours poussé. Alors, parfois on parle de démocratie participative, c'est un peu galvaudé maintenant. On parle parfois d'économie sociale et solidaire, donc c'est bien cette idée, le financement participatif, etc. C'est toujours un peu ces mêmes idées. J'irai aussi un petit peu plus loin. Moi, je fais partie de ceux qui croient que dans notre pays, historiquement, on a peut-être eu un peu trop tendance à considérer qu'il y avait, d'abord qu'il fallait séparer. Au motif qu'évidemment chacun doit jouer son rôle, mais du coup on sépare strictement l'État et les pouvoirs publics d'un côté,
les entreprises privées d'un autre côté, les clients, les consommateurs encore d'un autre côté, les salariés d'un côté, les actionnaires encore d'un autre côté. Moi, je pense que c'est mieux souvent quand on fait travailler les gens ensemble. Ça responsabilise tout le monde aussi. Et puis, ce qu'on appelle, et là je le dis évidemment dans cette instance du Conseil de développement de Nantes, un peu les corps intermédiaires. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'en France, les corps intermédiaires, ils sont plutôt pas assez développés que trop développés. Et donc, si on a les moyens de fédérer, de structurer ces dizaines de milliers de supporters qu'on peut voir rien que dans un stade d'une ville comme Nantes, mais dans plein de villes en France, on aura fait œuvre utile. Ça ne veut pas dire que tous les supporters se sentent concernés. Mais s'il y en a qui commencent à se mettre en mouvement, et si on peut, par des mesures législatives, institutionnelles, créer un cadre qui favorise ça, évidemment, si c'était totalement artificiel et qu'à la fin, il n'y avait personne qui se mobilisait, on arrêterait. Mais si on peut créer un cadre qui le favorise, je pense que c'est une bonne chose. Justement, ça a été dit, parce que les enjeux économiques et sociaux, par exemple, sont importants et que les supporters ont leur mot à dire. Ils sont acteurs de ces enjeux. L'enjeu de la sécurité aussi, bien sûr, aujourd'hui, c'est évident. Après, sur le fait de savoir s'il faut faire une loi. Puisque, après tout, est-ce que pour un sujet comme ça, il faut faire une loi? D'ailleurs, petite parenthèse, le journaliste de Canal+ n'est pas là, on ne peut pas lui dire directement, mais je pourrais lui dire que j'ai plutôt eu des remarques pour l'instant négatives de citoyens qui m'ont dit: vous n'avez rien d'autre à faire que de vous occuper de faire une proposition de loi sur les supporters, il y a 5 millions de chômeurs et vous, la seule chose que vous faites, c'est pas la seule chose que je fais, mais en tant que député, c'est de faire une proposition de loi sur les supporters, etc. C'est, après tout, plus simplement, on peut se demander, mais pour traiter un problème comme ça, est-ce qu'il faut faire une loi? On en avait discuté lors de notre première discussion. Et je continue de penser que si, par exemple, les instances nationales du football français, fédération, ligue, disaient on prend l'initiative, même en ayant été réticent au départ, réticent, le mot est sans doute un peu faible, on reprend la balle au bon, si je puis dire, et peut-être même tout simplement, voyant qu'on va nous l'imposer, peut-être un jour par la loi, finalement, on décide de prendre l'initiative et de structurer par nous-mêmes, et il y a un dialogue qui se réinstaure. Je pense qu'on aura fait œuvre utile, et peut-être qu'il ne sera pas nécessaire, in fine, de faire voter une loi. Mais comme on constate qu'il y a un blocage aujourd'hui, eh bien l'initiative législative peut servir soit à débloquer la situation, soit à contraindre, en effet. Moi, je suis aussi d'une culture politique qui considère que la contrainte, c'est pas un gros mot. Ça existe, que parfois, faute de volonté des acteurs, on soit obligé d'en passer par la contrainte. Et pour finir, sur le texte de loi, moi je le dis tout de suite, c'est pas un texte d'affichage. C'est-à-dire, c'est pas une proposition de loi qu'on dépose en disant c'est une proposition de loi sur le supporterisme, et puis en fait, il n'y a rien dedans. Ce sont des éléments concrets, on est allé voir, on a regardé de quoi on pouvait s'inspirer dans le code du sport, etc. Et on peut discuter évidemment des modalités. Ça, c'est le travail législatif. Une fois que le texte il est déposé, il n'est pas forcément, évidemment, intouchable. Ça fait partie. Il y a des amendements qui sont possibles. Le secrétaire d'État au sport, par exemple, il nous a dit moi, je trouve ça intéressant, mais il y a tel point qui manque un petit peu. On a essayé d'y retravailler. C'est sans doute pas encore totalement abouti, mais on va la déposer. Sans doute d'ici 3 semaines, au début juin. C'est l'échéance que l'on s'est donnée. On va la déposer avec des députés, et je pense que les collègues sénateurs feront de même au Sénat, de différentes tendances politiques. Alors ça, c'est un petit sujet de méthode, parce que la tradition parlementaire en France, en tout cas à l'Assemblée nationale, est plutôt que chaque groupe dépose ses textes de son côté. Mais ça arrive quand même qu'il y ait des textes, et je pense que sur ce sujet-là, on aurait tout à gagner à ce que ce soit transpartisan. Et actuellement, déjà, les tribunes qu'on a pu faire le sont. De même, c'est une petite note que je dis au passage, l'opposition à un tel texte peut également être transpartisane. Il ne faut pas croire qu'un tel texte fera forcément l'unanimité à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas parce qu'il est soutenu d'ores et déjà, au moins dans l'initiative, par des députés de toutes tendances, qu'il ne se trouvera pas des députés peut-être de plusieurs tendances pour s'y opposer.
parce que peut-être tout simplement ils seront sensibles, là aussi je ne porte pas de jugement de valeur, aux arguments de la fédération, de la Ligue, si la fédération et la Ligue veut aller au bout d'une opposition frontale sur le sujet. Et puis, pour finir, notre but c'est de l'inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale et de pouvoir en débattre et d'enclencher vraiment la procédure législative qui peut aboutir à l'adoption à l'Assemblée. Donc là, c'est un peu long, hein, parce qu'ensuite, il faut aller au Sénat, il faut que le texte soit adopté dans les mêmes termes, soit qu'il revienne à l'Assemblée. Mais c'est ça aussi la richesse du débat parlementaire pour aboutir à un texte qui ait été bien soupesé, qui n'ait pas été fait dans l'urgence. Voilà, si on a des députés de plusieurs groupes, et notamment des deux principaux groupes à l'Assemblée nationale, que sont le groupe socialiste, groupe majoritaire, et le groupe UMP, principal groupe d'opposition, on a d'autant plus de chances de l'inscrire à l'ordre du jour, puisque aujourd'hui, un petit groupe comme le mien, même si moi je suis coprésident du groupe écologiste, j'ai assez peu de marge de manœuvre sur l'ordre du jour. Il n'y a qu'une fois par an, nous pouvons inscrire des textes, donc c'est assez limité. Mais dans le dialogue avec les autres groupes, si en plus Jean-Marc Ayrault a dit qu'il allait aussi œuvrer au sein du groupe socialiste, j'ai déjà discuté cette semaine, le fait qu'il y a eu quelques articles, ça a fait aussi bouger, réfléchir des députés qui m'ont dit ça m'intéresse, de différents groupes, et on va voir si on co-signe ensemble, et si ensuite on se bat ensemble pour l'inscrire à l'ordre du jour. Très bien, merci à vous quatre. Je pense qu'on peut applaudir nos intervenants. Je fais juste une petite remarque sur le propos de François de Rugy qui dit que certains députés pourraient être sensibles aux arguments développés par la Ligue et la Fédération française de football. On appelle ça du lobbying, c'est ça, en clair? D'abord, c'est pas infamant d'être sensible aux arguments. Il y a des pour, il y a des contre, c'est le débat. Non, mais je disais ça parce que j'ai constaté, je ne suis pas un spécialiste des questions sportives à l'Assemblée nationale, mais j'ai déjà constaté, lorsque certains sujets touchant au sport étaient abordés à l'Assemblée nationale, notamment au hasard des avantages fiscaux accordés pour l'organisation de grandes manifestations sportives en France, eh bien, les fédérations sportives savaient trouver des relais, va-t-on dire, dans l'ensemble des groupes pour faire valoir leurs intérêts. Je dis bien, en tout cas le mien un peu moins, c'est vrai, mais dans beaucoup de groupes de l'Assemblée nationale. Donc j'imagine mais encore une fois, même d'ailleurs pour moi, le mot lobbying n'est pas un mot infamant, et ça fait partie aussi du débat démocratique. J'ai dit que moi j'étais pour les corps intermédiaires, donc les corps intermédiaires, c'est normal quand ils existent. Et là, en l'occurrence, les fédérations, c'est quand même des éléments assez structurés, qui ont des moyens, évidemment, pour faire valoir leurs arguments auprès des députés. Non, mais je disais ça parce que parfois, quand on dit il y a des députés de toute tendance, on pourrait croire que ça y est, le dépôt d'une proposition de loi, ça va déboucher sur l'inscription à l'ordre du jour, puis après sur l'adoption. Évidemment, les choses ne sont pas aussi simples, et je préfère le dire dès le départ. Oui, ok. Bien, est-ce que cette présentation... Alors d'abord, moi, je voudrais souligner effectivement l'évolution de l'association par rapport à ses objets initiaux et le travail effectivement important qui est conduit. J'ai parlé d'initiative ascendante parce qu'on a ici au Conseil de développement souvent l'occasion de soutenir des projets développés par des citoyens et peut-être de plus en plus, ça répond à votre remarque sur le fait que les gens ne se mobilisent plus pour aller voter, mais en même temps, il y a des citoyens qui se mobilisent pour construire des projets, et en général des projets qui sont sérieux et aboutis. Et le Conseil de développement, en tout cas, s'est donné pour mission de valoriser ces initiatives et de leur donner de la visibilité, de la crédibilité. Donc voilà un projet, en tout cas, porté par effectivement une association qui mérite en tout cas d'être connue et éventuellement soutenue. Mais allez-y pour peut-être demander des précisions sur... Donc vous vous présentez peut-être pour... Oui, Daniel Olivier. Une petite question. Alors d'abord, bravo, parce que je trouve que depuis 5 ans, vous avez merveilleusement travaillé sur un sujet qui me passionne. Très honnêtement, je pense que vous êtes dans... Parler de l'ère du temps tout à l'heure, c'est plus qu'acquis. Qu'aujourd'hui, c'est presque un paradoxe quand même, de constater que les clubs sportifs, clubs professionnels,
qui sont des entités commerciales, n'aient pas compris qu'aujourd'hui le client, puisqu'on parlait de client tout à l'heure, hein, fait partie intégrante de la chaîne de valeur. C'est-à-dire tout le monde l'a compris ça. Aujourd'hui, toutes les grandes entreprises impliquent aujourd'hui leurs clients dans la conception des produits. Hein. Et en l'occurrence, ça, c'est pas le cas. Donc ça, c'est un premier paradoxe. Et c'est pas que le problème de Kitar, hein, puisqu'on voit bien que tous les présidents aujourd'hui, consensuellement, alors ils ne le sont pas toujours, on l'a vu récemment, mais là, sur ce sujet-là, ils sont merveilleusement d'accord. Qu'ils soient de gauche ou de droite, hein, parce que si on parle de Le Gret, là, on a un ami de la famille quand même, socialiste, qui manifestement n'est pas complètement acquis à ce projet. Ce qui est surprenant, parce qu'à la fédération, autre paradoxe, c'est qu'on parle beaucoup de citoyenneté. Hein, il y a même une commission qui travaille activement sur le sujet. Donc moi, franchement, j'ai du mal à comprendre les positions aujourd'hui de ces acteurs, sauf à considérer que les supporters sont effectivement des gens infamants. Ce que nous sommes certainement. Et je crois que la difficulté aujourd'hui qu'on a, sinon à faire du lobbying, en tout cas à avoir un rapport de force qui nous soit favorable, c'est qu'on est effectivement très diversifié, très différent et pas unis. Hein. Il suffit de voir dans les stades comment les choses se passent match après match pour voir qu'effectivement la difficulté d'être représentatif, c'est-à-dire d'établir un vrai rapport de force, même à Nantes c'est un peu compliqué, sauf j'aimerais vous entendre là-dessus, c'est-à-dire parce que je suppose que vous travaillez sur plusieurs parties du damier. Les élus, c'est une chose acquise, c'est intéressant parce que même Manuel Valls va forcément être favorable à ce projet puisqu'il est socio du Barça, donc ça c'est acquis. Ça je peux vous le dire d'avance, il va signer, si c'est son intérêt de le faire, mais bon, il n'y a pas de raison qu'il en soit autrement. Par contre, nous, à notre niveau, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Qu'est-ce que vous envisagez de faire pour effectivement unifier, faire en sorte qu'il y ait cette représentativité, qu'on soit en capacité effectivement d'être crédible sur cette question de la représentativité. Voilà. Désolé d'avoir été aussi long. Alors, merci pour vos commentaires. Au niveau local, l'association à la Nantaise se targue déjà d'être diversifiée, d'avoir cette représentativité, ne serait-ce que, bon, on s'appuie notamment sur notre conseil d'administration, qui comprend toutes les composantes des amoureux du FC Nantes, c'est-à-dire qu'on va avoir... on a des universitaires, on a des chefs d'entreprise, on a des responsables de groupes de supporters, y compris, on a notamment, par exemple, Romain Gaudin, qui est au mégaphone et dans notre conseil d'administration et en qualité de représentant de la Brigade Loire. On a des gens de voilà, toute sensibilité. On a Jean-René Toumelin, ancien président du FC Nantes et président de l'association des ex-Canaries. On a Jafet Endoram, ancien joueur du club. J'en oublie sûrement des gens qui représentent les différentes sensibilités. Et tout cela nous permet d'être représentatifs. Et au sein du Conseil national des supporters de football que nous avons créé, et qui est basé à Nantes, nous tendons également vers cette représentativité avec des gens de tous horizons, des gens qui vont représenter les associations de supporters officielles, d'autres les représentants des associations de supporters handicapés. On a un conseil d'orientation avec des juristes, des universitaires, des journalistes. Effectivement, on essaie une dizaine pour l'instant, c'est encore en construction. L'idée, c'est que malheureusement, il n'existe à Nantes, nous sommes parvenus à construire une association qui, selon nous, est représentative, mais il existe peu d'équivalents en France. Il existe quelques micros à la nantaise, si vous me permettez l'expression, mais il existe encore très peu d'associations de ce type. Et du coup, notre premier travail, c'est d'appeler les supporters de France à faire comme à Nantes et à s'organiser de manière démocratique, responsable et à tendre vers une représentativité sur le plan local. Voilà, donc effectivement, c'est un gros boulot. Et cette représentativité aussi, on va l'acquérir grâce à cette proposition de loi, grâce à ces élections au niveau de chaque club de conseil des supporters. Pour qu'il y ait une représentativité sur le plan national, il faut qu'elle existe sur le plan local. Ces conseils des supporters seront élus par les abonnés. Donc il y aura cette représentativité sur le plan local et ils pourront désigner des représentants dans le Conseil national des supporters de football. Voilà un petit peu la mécanique qu'on a imaginée pour avoir cette représentativité. Dans la continuité de la question que tu posais, Philippe, je voudrais poser la question à Jean-Pierre, le juriste, et aux députés également. Le lobbying peut être un lobbying d'hostilité, donc il faudrait bien déjà réfléchir aux arguments hostiles
pour aider nos députés à contrecarrer ces arguments hostiles. Mais si déjà la discussion était bien engagée, je crois qu'il faudrait faire attention, et là Jean-Pierre peut-être, sur la nécessité de bien définir la compétence des supporters dans les organes comme étant générale. Parce que je vois ça gros comme une maison, que les présidents de clubs diraient « bon, à la rigueur, on veut bien vous accueillir, mais uniquement sur les problèmes qui seraient les vôtres ». Et les vôtres, ben, ce serait, je ne sais pas quoi, moi, les ventes de maillots, ou je ne sais trop quoi. Hein. Je pense qu'il y aurait un danger, et il faudrait sans doute, effectivement, dans les textes, Jean-Pierre, que tu sois bien précautionneux sur cet aspect. Hein. Et puis, pour ne pas reprendre la parole, je voudrais quand même invoquer quelques questions. Je pense au malheureux club de Lens, par exemple, qui est tout ce qu'on exècre finalement, avoir un potentiel de supporters comme celui-là, et une politique du président en liaison avec une vision du monde catastrophique finalement, et tout ça est très malheureux. Je pense qu'un appui réel, y compris économique, des supporters aurait été particulièrement bienvenu, ne serait-ce que pour être informé de ces prétendues négociations avec le capitaliste. Voilà. Bon, tout c'est bien. Et puis la dernière chose, c'est que j'entends aussi une petite musique chez certains supporters, évidemment, chez certains présidents. Je pense à Aulas en particulier. On voit se dessiner vraiment une vision de l'avenir du football où les grands clubs européens en ont ras-le-bol de jouer avec des petits clubs dont ils n'ont rien à faire, et ils envisageraient évidemment un grand championnat européen qui serait pour eux, à leur gré, beaucoup plus rentable. Là aussi, il y a quelque chose à travailler de la part des supporters, et là, l'attachement territorial serait bien lointain. Merci. Merci pour toutes ces observations qui d'ailleurs n'appellent pas forcément de réponse. Là où effectivement tu as raison, c'est qu'il faut être assez vigilant sur les missions, les compétences de ces supporters ou de représentants des supporters, notamment dans les organes nationaux comme la fédération ou dans les clubs. Alors s'agissant des clubs, c'est un peu compliqué parce qu'il faut quand même trouver un point d'équilibre. On ne peut pas arriver en disant, voilà, il faut que les supporters soient entendus sur tous les sujets, qu'ils donnent leur accord sur tous les sujets, parce que naturellement, ça bloquerait beaucoup de choses. Donc il faut trouver le point d'équilibre. Et alors, voilà, on a trouvé un texte qui est un peu long, puisqu'il y a une deuxième vignette, mais ce qui nous semble important, c'est que d'abord, ils soient informés la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion, à l'évolution économique et financière de la société commerciale, ainsi qu'aux éléments identitaires. Alors, les éléments identitaires, c'est assez vaste, mais c'est par exemple les couleurs, c'est par exemple le nom du club. Parfois, ça peut changer. On voit bien que si un actionnaire vient en disant « moi, il faut qu'au FC Nantes soit attachée ma marque », sinon je ne viens pas, bon, il faut qu'on puisse réagir sur ces questions. Au moins servir de relais dans l'opinion, alerter. On ne pourra pas tout faire, on ne pourra pas tout empêcher, mais être assez vigilant. Et puis sur des questions qui sont effectivement des questions de supporters, d'accueil des spectateurs, les tarifs. Alors, bon, voilà, ça c'est des sujets qui sont des sujets clés sur lesquels on ne peut pas non plus aller en disant il faut que ce soit les supporters qui décident. Mais il faut au moins qu'ils soient entendus, qu'ils puissent faire valoir un certain nombre d'arguments. Voilà. Et le lobbying, effectivement, ça peut être un lobbying. Ça peut être l'expression de la démocratie, mais ça peut aussi être une manière d'empêcher les choses d'avancer. Et ça, on n'est pas naïf là-dessus, on sait très bien que ça va arriver. Oui. Concernant Lens, il s'avère qu'il y a eu un projet d'actionnariat populaire à Lens. Ça a échoué pour plusieurs raisons. D'une part, Gervais Martel était tout à fait opposé. Et d'autre part, les supporters ne sont pas réellement parvenus à créer une structure comme à Nantes, parce que les différentes associations actuelles n'ont
sont pas parvenus à s'entendre pour créer une organisation commune. Mais il y a à nouveau des initiatives, notamment portées par un sénateur PS, Dominique Bailly, qui sont avec les collectivités. Ils essaient de réfléchir à ce type de structure. Mais voilà, les associations, ils n'arrivent pas à impliquer toutes les associations. Et l'actuel propriétaire est tout à fait hostile également. Mais il y a des initiatives à Lens, il y a des initiatives qui émergent un petit peu partout en France dorénavant. Nous, à la Nantaise, on avait notamment obtenu un financement de la part de la Commission européenne pour produire des guides de bonne pratique, pour essayer de diffuser un petit peu un mode d'emploi pour que les supporters s'organisent. Donc ça apparaît, mais à chaque fois, c'est avec de faibles moyens, ça repose uniquement sur du bénévolat. Donc c'est souvent assez difficile. Et voilà, nous à Nantes, on a la chance d'être pionniers là-dessus. On est assez contents. Oui, Louis Savary du Conseil de développement. La question que je me pose, que le sujet est ambitieux, hein, donc je mesure bien. Donc, mais par contre, on parle des supporters que du football. Et quand on légifère, la question qui peut se poser, est-ce que ça ne s'adresse pas à tous les clubs sportifs, quelles que soient les disciplines? Donc c'est un petit peu ça. Donc est-ce qu'un ministre du sport peut dire je vais légiférer ou je vais conduire un projet de loi uniquement, ou les parlementaires, uniquement sur le football? Moi, je trouve que c'est un petit peu étroit. Il faut avoir une ambition sans doute un petit peu plus grande, mais je mesure la difficulté. C'est tout à fait exact. Alors, il se trouve que dans le Code du sport, qui va être un peu le réceptacle de ces modifications législatives, sont identifiées une catégorie de sociétés qui ont la particularité d'exploiter des clubs de sport, pas seulement de football, dont le chiffre d'affaires est supérieur à un seuil que j'ai oublié, mais qui, en pratique, vise les clubs de Ligue 1, de Ligue 2, de football, et probablement certains clubs de rugby, peut-être. Mais ceux-là sont identifiés déjà comme des structures un peu particulières, parce qu'il y a un chiffre d'affaires. Donc, là où vous avez tout à fait raison, c'est que ce que nous écrivons vaut pour tous les sports potentiellement. La pratique fera que c'est d'abord les clubs de football qui seront concernés. Mais c'est tout à fait exact. D'ailleurs, c'est une observation qui nous avait été faite et par le député de Rugy et par le secrétaire d'État Braillard. Si je peux me permettre de rebondir sur ce que disait Yannick Guin aussi tout à l'heure, c'est évident que des arguments contre la proposition, il y en aura. D'abord les arguments classiques. Je les entends déjà, où on nous expliquera dans le même mouvement. Ça, il y a beaucoup de gens, en général, les gens qui veulent rien changer, ils disent ça se fait déjà, donc c'est pas besoin de faire une loi, ça se fait déjà. Et puis après, c'est pas possible. Donc il y a un problème, parce que si ça se fait déjà, c'est possible, et puis c'est pas possible, c'est que ça se fait pas déjà. Mais bon, ça, il y a plein de gens qui vous disent ça sur plein de sujets, hein. Donc ils vont dire, mais nous, les présidents de club, ils vont dire, mais nous, on a déjà des relations avec les supporters, il y a déjà des associations, il n'y a pas besoin. Et puis, si on pousse un peu, ils diront, ah non, mais vous voulez quand même pas nous obliger à faire rentrer au conseil d'administration des clubs les ultras. Voilà, ils vont dire ça, par exemple, parce que ça, les caricatures, voilà, sur plein de sujets, hein, il y en a tout le temps. Et donc ça, ils pourront le faire comme ça. Et puis, après, ils diront, mais nous, on veut bien, mais c'est qui les interlocuteurs? Ah oui, à Nantes, vous avez, parce que je pense que c'est vrai, il faut le dire, hein, moi, j'aime bien aussi être positif dans la vie, puis surtout autour de Nantes, c'est quand même, là, aller beaucoup plus loin, pour l'instant, que dans d'autres villes. Il faut saluer le travail d'essayer d'enclencher, d'essaimer un petit peu en France, de susciter des démarches. Mais pour l'instant, c'est quand même vraiment à Nantes qu'un schéma d'une association justement qui regroupe des personnes intéressées par le club et pas simplement des supporters, etc., est allé assez loin. D'ailleurs, depuis 5 ans, une durabilité, les projets ont mûri, etc. Et c'est sûr qu'il y a des endroits où on va nous dire mais il n'y a pas d'interlocuteurs. Ou alors ils sont très divisés. Etc. Bah oui, c'est la vie, hein, mais il va falloir en effet préparer des arguments aussi sur ces sujets, puisque comme toujours dans ces cas-là, il y a des gens de mauvaise foi qui activent toutes ces choses-là pour qu'il ne se passe rien, mais il y a aussi des gens de bonne foi, et notamment y compris chez les députés, qui peuvent dire bah oui, mais ce sont des objections valables. Et il y aura aussi, vous savez bien, les histoires, ils vont dire mais vous voulez quand même pas que les supporters choisissent l'entraîneur et puis s'occupent des recrutements. Voilà, ça va être aussi ces arguments-là. Hein. Surtout qu'on dit qu'on est un pays où chaque supporter se vit comme un entraîneur en puissance, et ainsi de suite. Donc voilà, il
il va falloir préparer ça, mais je pense que nous, on a aussi souhaité, et moi j'y ai aussi un petit peu veillé en tant que député, je pense que Jean-Pierre Clavier a beaucoup travaillé pour que ça en soit ainsi, que ce soit quand même assez circonscrit, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans quelque chose qui révolutionne complètement ni évidemment le code du sport, ni le fonctionnement des clubs. Et il faut rappeler que le cadre législatif dans lequel évolue le sport professionnel et notamment le football, on est obligé de préciser un peu, a évolué ces dernières années. C'est-à-dire qu'on a créé successivement par la loi un certain nombre de dispositifs pour régler un certain nombre de problèmes. Alors au départ plutôt structurés économiquement, financièrement, de façon un peu plus solide que ça n'était le cas auparavant. Je vous rappelle qu'à une époque, c'était des associations, je crois. Les clubs, c'était... Voilà. Mais ça brassait des sommes considérables et tout ça dans des statuts qui n'étaient pas clairs du tout. Bon. Et donc les gouvernements successifs, les majorités successives ont contribué à faire évoluer les choses. Et du coup, dans le statut des fédérations aussi, ainsi de suite. Donc là, c'est une évolution de plus qui est aussi logique dans non seulement un paysage qui a beaucoup évolué, mais aussi des aspirations qui s'expriment. Et puis encore une fois, s'il y a des villes et des clubs dans lesquels il y a en quelque sorte un constat de carence, c'est-à-dire que ça n'intéresse personne de participer à un conseil de supporters, ça, il n'y en aura pas. Mais c'est pas parce qu'il y a des endroits où il n'y en a pas qu'on doit empêcher de le faire là où il y aurait des volontés. En tout cas, moi, c'est mon approche des choses. Thierry Odéon, conseil de développement. Ce sujet m'intéresse parce que je suis membre du conseil d'administration d'une association de secouristes qui officie au stade de la Beaujoire déjà depuis l'origine. Pour en revenir sur, vous n'avez pas trop développé ça, mais toute la notion de patrimoine et de rayonnement aussi de la ville au travers du club de foot. Je pense qu'il est important de créer un conseil de supporters puisque le club appartient aux habitants de la ville et a fortiori aussi aux supporters et donc a un rôle aussi quand même très très important en matière de rayonnement, de patrimoine, toute l'histoire passée de la ville. Donc si vous pouvez développer sur ce point-là aussi. Effectivement, on part du principe qu'un club de football est une entreprise avec un investisseur qui est le décideur, on respecte ça. Mais par ailleurs, on considère qu'un club de football, c'est un élément du patrimoine du territoire, c'est un élément culturel, un élément social, et que par conséquent, il a une responsabilité sociétale à assumer, et que ça passe par le dialogue avec les acteurs des territoires, et en l'occurrence, les acteurs des territoires, ce sont les supporters. C'est vraiment ces principes qui nous animent. Voilà, nous, on fait le constat que les acteurs qui restent dans les clubs, ce sont les supporters. Monsieur Kita, il est là depuis 7 ans, par exemple, mais les supporters, ils sont là depuis 70 ans, depuis la création du club. Donc il faut un investisseur, voilà, parfait, mais il faut aussi impliquer les supporters dans la gouvernance, sans qu'on demande, à aucun moment on demande à être décideur, on ne demande pas à la lune finalement, on demande simplement à avoir le droit à la parole, à pouvoir avoir notre mot à dire tout simplement, voilà, c'est aussi un gage de transparence d'impliquer les acteurs du territoire, leur permettre d'avoir un petit peu les informations. Nous, voilà, on peut pas définir on parle beaucoup définir une gouvernance durable du football. Mais si on n'implique aucunement les seuls acteurs qui sont les acteurs permanents, si on les implique pas dans la réflexion, il n'y a pas de football durable. Donc je crois que c'est un enjeu important d'impliquer les supporters, parce que voilà, c'est parler également du rayonnement de la ville. Effectivement, quand on se balade un peu dans le monde, les gens, quand on dit on est de Nantes, ils nous parlent du FC Nantes. Donc c'est un élément, ça contribue au rayonnement de la ville. Et notre association y contribue également avec des reportages sur Canal, sur l'équipe, etc. On est des amoureux du FC Nantes, mais on est aussi des amoureux de Nantes. Et on aime bien cette dynamique. À la nantaise, ça en dit long, quoi. De jouer collectif, c'est pas seulement du foot, c'est un peu l'esprit de la ville, c'est un peu l'âme de la ville. Et si on peut contribuer au rayonnement de Nantes, on sera ravis, quoi.
petite anecdote pour compléter ce que vous disiez sur l'aspect identitaire. L'actuel propriétaire a repeint un certain nombre dans le stade des fresques qui avaient été peintes et qui représentaient les grandes gloires du FC Nantes. Et ça, par exemple, c'est significatif de l'idée qu'on se fait et du rapport qu'on a avec l'histoire de ce club. Et ça, pour tout supporter, c'est d'une violence qui est insupportable de voir qu'avec un peu de peinture, on va effacer des fresques qui représentent des faits de l'histoire du FC Nantes. Et c'est terrible. Oui, moi je voudrais vous poser deux questions. La première, c'est une question de vocabulaire. Est-ce que le mot supporter, qu'on le prenne de toutes les manières, qu'on le veuille ou non, enfin vous avez parlé de la réaction de Noël Le Graët, il a souvent une connotation quand même plus ou moins sympathique, notamment le supporter de football. Il y met du sien quand même quelquefois pour son image. Est-ce qu'il y a quelque chose à inventer autour de ce mot-là? Parce que dans un stade, par exemple, il y a des gens qui sont au stade mais qui ne se sentent pas finalement appartenir à la catégorie des supporters. Qui est supporter dans un stade? Vous vous adressez finalement à un public qui est bien plus large que ce qui est identifié comme classiquement supporter. Est-ce qu'il y a une recherche à faire un peu sur le mot? Peut-être qu'il y a un mot à inventer. Et puis la deuxième question, c'est Philippe Audic a parlé d'initiative ascendante. On a reçu ici au Conseil de développement une association qui s'appelle Nantes Métropole Omnisport, qui milite pour un club omnisport à Nantes. Est-ce que, sur le modèle un peu du Barça, hein, qui est un peu toujours le modèle qu'on ressort, est-ce que votre projet-là, enfin ces projets-là, n'auraient pas intérêt peut-être un peu à se parler un peu, en tout cas, et ça donnerait sans doute une force supplémentaire dans le cadre d'une logique un peu omnisport, quelque chose de beaucoup plus fort. Je veux dire, à Barcelone, ça veut dire quelque chose être sociaux du club, même si je suis pas sûr qu'ils aient un grand pouvoir sur ce qui se passe dans le club, mais en tout cas, il y a une logique identitaire quand même qui est assez forte, quoi. Depuis 5 ans, on s'appelle à la Nantaise l'association des amoureux du FC Nantes. Donc on se tourne vers notre passion, c'est le FC Nantes, donc s'intéresser aux autres sports. Bon, on est des bénévoles, donc il faut qu'on se consacre. Voilà. Disons que porter des projets d'action populaire pour les autres clubs, étant donné que le temps que ça nous prend pour le FC Nantes, ce sera un petit peu complexe, mais pourquoi pas, en effet. Pourquoi pas promouvoir l'actionnariat? Il y a un changement de gouvernance en ce moment à l'Hermine de Nantes. Peut-être l'opportunité de dire tiens, l'actionnariat populaire, pourquoi pas? On peut commencer par le foot, c'est peut-être un peu ambitieux, donc pourquoi pas commencer avec le basket ou avec le handball, où on voit qu'il y a un engouement aussi à Nantes qui est certain. Il pourrait y avoir une dynamique, là peut-être une hostilité moindre de la part des dirigeants. Donc peut-être qu'effectivement ce serait une bonne idée. Simplement, il va falloir qu'on trouve le temps nécessaire, mais pourquoi pas réfléchir à cette question puisque ça semble tout à fait réaliste. Et pour votre question sur le mot supporter, là encore, on s'appelle depuis 5 ans à la Nantaise l'association des amoureux du FC Nantes, parce qu'au début, on voulait un petit peu, on évitait d'utiliser le mot supporter, justement, parce qu'il y a une connotation un peu négative. On disait les amoureux du FC Nantes, et on essayait de brasser le plus large possible. Puis c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, on a commencé à réutiliser le mot supporter, puisque faut dire ce qu'il est, nous sommes des supporters. Effectivement, il s'agit de revaloriser cette image, de casser un petit peu certains codes, certains stéréotypes, certains amalgames, où un supporter, c'est... voilà, Nantes PSG, il y a 30 gars qui ont fait parler d'eux, des supporters parisiens. Bon, les projecteurs se sont braqués sur eux, mais on a oublié qu'autour, il y avait 30 000 personnes qui se comportaient très bien. Donc il faut revaloriser cette image, et si on veut effectivement responsabiliser les acteurs, comme les supporters, comme ça a été précisé, ça passe par une représentation aussi dans les organes de décision et accepter le dialogue. Notamment cette revalorisation et ce travail un petit peu de casser un petit peu tous les stéréotypes, etc. On réfléchissait un petit peu ce conseil des supporters qu'on veut élire au sein de chaque club, qui va voter finalement. Et c'est pour ça qu'on a trouvé que le plus pertinent était de faire voter les abonnés. Les abonnés, il y a de tout. Il y a des jeunes ultras, il y a des papis qui sont là depuis 40 ans, et ils ont un point commun, c'est qu'ils adorent ce club, ils sont toujours là. Et ça permet un petit peu d'élargir un petit peu cette notion.
un mot sur le mot, justement. Moi, c'est un grand problème de la politique, hein, d'ailleurs. On voit bien, d'ailleurs, souvent on invente des mots, on essaye de nouvelles expressions, on s'impose médiatiquement, etc. Et quand on fait une proposition de loi, c'est une vraie question, parce que là, on ne peut pas échapper, il faut vraiment nommer les choses. Et le sujet dont on veut parler, déjà dans le titre. D'ailleurs, dans une proposition de loi, on peut amender le titre. Hein, on peut changer le titre d'une proposition de loi. Moi, j'ai tendance à penser d'une manière générale, et donc je l'applique aussi à ce sujet, qu'il vaut mieux employer quand même les mots courants, même si l'image, alors oui, pour certains, elle est connotée négativement, pour d'autres, elle est aussi connotée positivement. C'est-à-dire, d'abord, il y a des personnes qui se définissent comme supporters. Déjà, c'est quand même important. Enfin, moi, je travaille pas mal sur les questions de sentiment d'appartenance. Quand on sent appartenir à un groupe, bon, bah, on revendique cette expression, même si elle connaît des vicissitudes. C'est rare, d'ailleurs, qu'un groupe qui se nomme de telle ou telle façon, ça ne soit que positif. Bon, voilà. On est bien placé pour le savoir en politique. Après, il y a le fait que c'est le mot le plus courant, dans le langage le plus courant. D'ailleurs, je ne sais pas quand est-ce qu'il a émergé, parce que c'est quand même un mot anglais à l'origine. Voilà, mais il s'est imposé dans le langage courant. Et si dans la proposition de loi, on verra d'ailleurs, hein, mais on peut garder, moi je militerais pour garder cette expression, parce que la tentation est souvent très forte dans les propositions de loi de faire des espèces de périphrases, puisqu'on essaye de nommer les choses précisément, mais du coup on fait des titres à rallonge, et je pense que les juristes ont aussi cette tendance parfois, ou alors on va dire la proposition de loi tendant à modifier l'article L machin du code du sport, etc. Et donc on aura perdu le contact, déjà par la dénomination des choses, avec celles et ceux à qui, y compris, on s'adresse, avec qui on a travaillé, etc. Donc moi, j'espère qu'on pourra garder, d'ailleurs, sans que ça pose de problème, et en assumant le caractère, en effet, elle a plusieurs facettes du monde des supporters, si on peut l'appeler ainsi. Et d'ailleurs, je pense qu'y compris si on fait une proposition de loi, c'est aussi pour cette raison-là. Et moi, je l'ai dit quand il y a eu le colloque au Sénat la dernière fois, certains participants ont dit oui, c'est inadmissible, au nom de la sécurité, on est entravé dans nos libertés, etc., etc. Et là, je sais qu'il y a encore eu une déclaration, je crois, de la Brigade Loire, par exemple, pour ce qui concerne Nantes, qui... d'ailleurs, c'est assez drôle, donc singer en quelque sorte un décret ou un arrêté en disant considérant ceci, cela, et décrète ceci, cela. Bon, je dis oui, j'entends ce que vous dites, mais je vous le dis aussi très clairement, moi, contrairement peut-être à ce qu'on pourrait croire du fait de ma famille politique, je suis intraitable sur les questions de sécurité. Donc moi, jamais je ne minimiserai, même s'il n'y a que 30 personnes, 30 perturbateurs dans un stade de 30 000, ça me préoccupera en tant que responsable politique, par ailleurs aussi en tant que supporter, parce que moi, si je vais au stade de la Beaujoire, je veux pouvoir y aller sans avoir la peur de me prendre une bille d'acier que quelqu'un aurait eu la bonne idée de jeter, parce que c'est sa façon de concevoir l'affrontement en marge de l'affrontement sur le terrain. Ou qu'il y ait des mouvements de foule, des départs. C'est déjà arrivé dans les stades, donc c'est normal que les pouvoirs publics se préoccupent de ça et qu'ils prennent un certain nombre de mesures préventives. Après, là, manifestement, on peut considérer que ça va peut-être trop loin aujourd'hui, mais justement, et c'est aussi l'objet de structurer le monde des supporters, que d'avoir des discussions avec des interlocuteurs, avec peut-être justement, parce qu'à partir du moment où on fait des élections, il y aura peut-être plusieurs modes d'expression des supporters et plusieurs tendances, si on peut dire. Et déjà, quand on s'appelle ultra, bon, c'est sûr qu'on fait un choix qui, par exemple, en politique, on ne ferait pas en général. C'est rare les gens qui se revendiquent ultra de quelque chose en politique. Eh bien, ensuite, on mettra chacun au pied du mur aussi. Et s'il y a des personnes qui disent ah non, ces comportements-là, ça fait partie, là, voilà, on sera en plein dans la discussion politique au sens, je dirais, là aussi, courant du terme, la gestion de la cité, la gestion d'un endroit où il y a potentiellement 30, 35 000, 40 000, les plus grands stades en France, enfin le Stade de France c'est 80 000 places, mais Marseille je crois que c'est 60 000, enfin voilà, donc l'enjeu de sécurité est évident.
Voilà, en politique, on prend pas ultra, mais on dit extrême. Oui, oui. Moi, j'ai une petite question justement par rapport à cette question des supporters, parce que dans l'association à la Nantaise, si j'ai bien compris, il y a 2300 membres, mais il y a aussi 39 entreprises. Et alors, que deviennent ces entreprises dans cette logique de ce projet de loi qui semble plutôt s'adresser à des personnes physiques qu'à des personnes morales? Donc, est-ce que vous avez une réflexion par rapport à ça? Et puis après, je crois qu'il y a une dernière question. C'est vrai que l'idée du supporter se renvoie à la personne physique. Il est toujours possible pour, en tout cas, là je reviens moins à la proposition de loi qu'au projet d'actionnariat populaire que nous avons monté. Nous avons fait une place pour les entreprises, il y a un club entreprise, et pour lesquels il est possible, selon 500 € je crois, d'être un canari en action, comme on l'a désigné, et donc d'être reconnu comme tel. Bon. Alors, c'est vrai, dans la proposition de loi, c'est moins leur place, c'est moins la place, c'est pas... Voilà, ça renvoie plus à des personnes physiques. Ouais. Oui, bonsoir. Toujours dans cette notion de supporter, parce que je réfléchissais en même temps en me demandant jusqu'où vous étendiez cette notion, autrement dit, jusqu'où vous étendiez les limites de l'action de votre association, à savoir qu'il y a des jeunes enfants qui font partie des clubs de foot, enfin moi j'ai un filleul qui était tout content de me montrer les autographes qu'il avait eus il y a 15 jours quand ils ont pu assister à une séance. Et effectivement, ce n'est pas des supporters qui ont adhéré à votre association, mais est-ce que vous avez des actions ou des projets, des réflexions par rapport au jeune public, sachant que peut-être plus on s'intéresse à eux tôt, plus on évite peut-être les débordements par la suite. Enfin... On a des supporters enfants, même bébés parfois, parce que souvent ce sont les parents qui les font adhérer, ils n'ont pas forcément le choix, mais on en a souvent eu. On a des actions, notamment, c'est pas des choses sur lesquelles on axe beaucoup notre communication, mais il s'avère qu'on a signé des conventions avec des collèges, des quartiers populaires de l'agglomération. On réalise des actions dans les collèges. On va organiser, par exemple, si on s'en réfère au club entreprise, on contribue à l'organisation du forum des métiers des collèges du quartier des Dervalières, c'est-à-dire que bien souvent, il existe des forums des métiers dans les établissements, mais qui ont l'opportunité de s'appuyer sur les parents. Et dans les quartiers populaires, bien souvent, les parents souffrent des questions de chômage. Donc là, dans les quartiers populaires, dans les quartiers aux Dervalières, les différents établissements nous ont sollicité puisqu'ils étaient intéressés par notre réseau. Et du coup, depuis maintenant 3 ans, on contribue à l'organisation de ce forum. Donc c'est avec nos moyens qui sont limités, et on le fait bénévolement, mais c'est des choses qui existent. On a souvent fait des actions, des interventions en classe avec différentes personnalités autour de aller promouvoir les valeurs du sport en classe avec les différents enseignements des différentes disciplines. Voilà un petit peu ce type d'action. Ça nous tient à cœur quand même de réaliser ça. De la même manière qu'on organise des actions sociales, des actions caritatives. À Noël dernier, notamment, on a organisé une soirée qui s'intitulait « Joue Noël à la Nantaise » avec Michael Landreau, notamment, des anciens joueurs, Nicolas Savino, Frédéric Darocha. Le principe était copié sur nos amis des Rockers du Cœur, où le principe c'est... l'entrée, c'est on donne un jouet qui est ensuite remis au Resto du Cœur pour les enfants défavorisés. Donc là, on a eu la chance de recueillir, je crois, 200 cadeaux qui ont été remis au Resto du Cœur pour les enfants défavorisés. Ouais. C'était à Noël, c'était la première édition, mais ça a été plutôt bien relayé par la presse, Ouest France, Presse Océan, les radios locales, etc. Oui, une dernière question, en fait, la vraie dernière. Bruno Dehaye du Conseil de développement. Je pense que pour adopter un projet de loi ou même adopter une modification, il faut un minimum d'adhésion. Et j'entends l'adhésion de clubs, du FCNA par exemple, ou des clubs. Et qu'est-ce que vous pourriez dire de positif
qui soit positif pour les clubs avec ce projet de loi? Alors, on a tous les cas de figure avec les présidents de clubs. Bon, à Nantes, c'est peut-être un cas un petit peu extrême, puisqu'il est vraiment tout à fait opposé à nos démarches, et il ne le cache pas. Mais par exemple, cette semaine, le président de l'En Avant de Guingamp s'est prononcé en faveur de l'actionnariat populaire. Alors, c'est paradoxal parce qu'il s'avère que c'est le gendre de Noël Le Graët et qu'ils travaillent ensemble, donc ils vont peut-être en discuter lors d'un prochain repas de famille, mais on a quand même des présidents de clubs qui s'ouvrent à ces questions-là. À Saint-Étienne, ils s'étaient exprimés également en faveur de l'actionnariat populaire. Alors après, bien souvent, ils confondent actionnariat populaire et projet marketing. Ils se disent, on va demander des sous aux supporters, on va leur dire qu'ils vont être associés au nom du stade, par exemple. C'est ce à quoi pense le président de l'En Avant de Guingamp. Ou à Saint-Étienne, l'idée qu'ils avaient, c'était d'offrir des réductions pour la boutique ou ce genre de choses. Bon, nous, pour l'instant, il n'y a pas encore de président de club qui se dit, moi, je vais ouvrir mon capital aux supporters, et du coup, comme ce qui se passe en Allemagne, en Angleterre, etc., je vais leur laisser une place dans le conseil d'administration. Puisque c'est quand même l'objectif, c'est contribuer d'une manière ou d'une autre à l'amélioration de la gouvernance. Là, pour l'instant, en France, ils n'en sont pas là, mais ça fait partie quand même de nos projets de solliciter des entrevues avec les présidents de clubs en France, ou avec le syndicat patronal des clubs, l'UCPF, voilà, au moins tendre la main, leur expliquer que c'est pas du tout une démarche hostile, c'est qu'on voit qu'il n'y a pas de dialogue, donc on se sent contraint de passer de se tourner vers le législateur, mais comme l'expliquait le député François d'origine, notre souhait c'est que le dialogue il s'instaure de manière naturelle. Donc, nous on va s'efforcer de dialoguer le plus possible dans une démarche positive et constructive. Oui, on l'a pas dit tout à l'heure, mais nous, on n'a pas du tout, enfin en tout cas là, je le dis aussi en tant que député, on n'a pas du tout l'intention d'essayer non plus de désigner à la vindicte populaire les présidents de club ou même la fédération, etc. Et donc on va, sur la base du texte, parce qu'à partir du moment où on a un texte aussi, on a un support sur lequel on peut discuter, et donc tenter de nouer un dialogue avec certains présidents de club, bon, et y compris justement là en sortant du côté nantais, et le secrétaire d'État au sport d'ailleurs, non seulement il nous a évidemment forcément incité à le faire, mais il nous a proposé d'œuvrer à ce que ces rencontres, ces discussions puissent avoir lieu très prochainement, et donc on le fera dès que le texte sera finalisé, puis on prendra en compte aussi leurs remarques, etc. Je pense que c'est pas d'un seul bloc, et puis personne n'a intérêt justement à constituer des blocs, hein. C'est aussi, ça faut aussi être clair là-dessus, même si ça peut arriver parfois un peu par souci de simplifier, voire de caricaturer les débats, mais sans être du tout un spécialiste, je pense pas que ce soit d'un seul bloc les présidents de club, si on prend par exemple rien que cette catégorie. Bien, je propose de terminer notre séance là. Donc merci à vous d'avoir été présents, merci surtout à vous d'être venus nous exposer ce projet-là. Je crois qu'on sera tous attentifs à... Il y a des textes de loi que personne ne voit, enfin je veux dire... à la base, il y en a dont on parle beaucoup, il y en a dont on parle sans doute pas beaucoup, mais celui-là, je pense qu'on aura une attention particulière compte tenu de son origine et des acteurs qu'il porte. Merci beaucoup pour votre invitation.